Chers amis, bonsoir à nouveau. Vous êtes toujours là, c'est bien, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Parce que là, maintenant, nous avons une surprise pour vous. C'est vrai que c'est incroyable ce qu'on va vous montrer. C'est qu'un de nos lecteurs n'a pas pu venir parce qu'il se trouve actuellement à Dallas. Bon. Et il nous a proposé de dialoguer en direct, en tous les cas, de vous parler d'une plaidoirie qui a été imaginée à propos de l'assassinat de Kennedy. Donc je vais vérifier si ça fonctionne. Attention. Philippe, est-ce que tu nous entends? Philippe? Est-ce que tu nous entends? Oui, non, bah oui. Hein. Oui. Oui, Bernard, je t'entends. Bonsoir. Alors, si je ne suis pas présent avec vous physiquement ce soir, amis lecteurs, cher public, eh bien c'est pour remédier à une situation absurde. En effet, si la réputation des livreurs n'est plus à faire en France, ni même en Europe d'ailleurs, eh bien il n'en va pas du tout de même ici, au Texas, où elle est quasi nulle. J'ai pu m'en rendre compte en interrogeant de nombreux milliardaires, quelques commerçants locaux, ainsi que quelques stripteaseuses, qui ne comprenaient pas le mot livreur, j'ai dû répéter plusieurs fois. Alors, il fallait que ça cesse, j'ai donc décidé d'enfourcher mon cheval et de me rendre à Dallas, au Texas, afin d'y traiter en direct de notre thème du jour. Pour cette soirée exceptionnelle consacrée aux plaidoiries imaginaires, j'ai choisi de vous évoquer celle dont le monde entier a été privé. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Il y a tout juste 50 ans, ici même à Dallas, le président John Kennedy trouvait la mort dans des circonstances qui n'ont jamais été éclaircies. Et pour cause, malgré le nombre de spectateurs présents ce jour-là, malgré le nombre de films et de photos prises, personne n'a vu littéralement de ses yeux Lee Harvey Oswald, le principal suspect, tirer sur qui que ce soit. Alors même si toutes les apparences étaient contre lui, eh bien, il aurait dû, et ça n'importe quel avocat vous le dira, bénéficier de la présomption d'innocence, au même titre que tout accusé n'ayant pas eu droit à un procès. Retournons donc dans le passé. Après tout, qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer ce qu'aurait plaidé un avocat de l'époque si le procès avait eu lieu? La commission Warren, cette odieuse mascarade ourdie par des lâches au service du lobby pétrolier, a livré en pâture à un public ivre de vengeance un pantin mort avant d'avoir pu parler. Elle a désigné Lee Harvey Oswald comme seul coupable du meurtre de l'agent Tippit et du président Kennedy, au seul motif que rien ne prouve que ce n'est pas lui. Et pourtant, qu'en a dit l'intéressé quelques heures après les faits? La réponse est claire. Oswald le dit lui-même, il n'a tué personne. Comment du reste aurait-il fait mouche depuis un endroit aussi exposé, à l'aide d'une arme aussi inadaptée? Le bon sens l'exige, mesdames, messieurs les jurés, et la Cour en conviendra. C'est revêtu du manteau sacré de l'innocence que doit quitter ce prétoire et s'envoler enfin ce malheureux pigeon. Repose en paix, Lee Harvey. Oublie ce sinistre cortège. On sent toute l'emphase d'une époque, hein, quand même. Hein. Cette palissade derrière laquelle je me trouve a alimenté bien des controverses. En effet, certains chercheurs indépendants ont cru y distinguer des ombres suspectes, comme sur le célèbre Polaroid pris par Mary Moorman. Leur présence validerait la thèse d'une conspiration, bien plus gênante que celle d'un simple tireur isolé. Alors, là encore, vraie intuition ou pure imagination, c'est là que les avocats se déchaînent. Multiples tireurs embusqués, dont certains déguisés en policiers, ombres suspectes, porteuses du feu mortel qui brisa le rêve de toute une génération. Fadaise, billevesée, insulte à votre intelligence, oui, je vous le dis dans le blanc des yeux, mesdames, messieurs les jurés, le problème est double. D'abord, l'angle de tir est médiocre. La vue sur la limousine présidentielle est barrée par le muret de béton. Ensuite, le nombre de tireurs suspects étant pratiquement supérieur au nombre de curieux venus assister au défilé ce jour-là, un bus à Impérial n'aurait pas suffi pour les évacuer des lieux du crime, où l'on n'a par ailleurs retrouvé ni balles, ni douilles, ni armes du crime. Fort de cette accablante certitude, je vous demande donc en votre âme et conscience de prononcer la relaxe des malheureux tireurs d'élite injustement accusés par les partisans de la théorie du complot. Le jury me fera grâce de tous les citer et d'opposer enfin à la piste cubaine et autres balles magiques la piste mexicaine dite du haricot magique et d'admettre l'hypothèse de l'attentat culinaire. Car seul un chili con carne trop épicé à la mode texane, servi par une main malveillante et lourde, est à même de provoquer de pareils dégâts. On le voit sur ces images.
Pourquoi le président porte-t-il les mains à sa gorge, sinon pour favoriser un renvoi étranglé, une régurgitation salvatrice qui ne vient pas? Pourquoi se penche-t-il de côté, sinon pour tenter de trouver une porte de sortie alternative? Mais la pression est trop forte, le président n'est pas coutumier de la cuisine locale, et c'est en vain que son épouse cherchera le nécessaire dans le coffre de la limousine. Le mal est fait. Oui, bon, alors, on n'est pas non plus obligé de suivre aveuglément les conclusions d'un avocat qui n'a jamais existé dans une plaidoirie qu'il n'a jamais écrite pour un procès qui n'a jamais eu lieu. Hein. Tout est affaire de conscience personnelle, bien entendu, et d'imagination, d'ailleurs. Je vous ai lu quelques extraits imaginaires, bien sûr, de plaidoiries texanes que vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'aux États-Unis, où les livreurs, en passant, viennent de donner leur première lecture sous vos applaudissements. Merci Philippe, merci beaucoup. Vous voyez, les livreurs sont partout dans le monde. Vous l'avez la preuve ce soir. Nous allons donc continuer maintenant avec d'autres lectures de plaidoirie. Je vous souhaite une fin de soirée excellente. Alors, pour apprécier cet extrait, il faut savoir que Julien Sorel est jugé aux assises pour avoir, dans une église, tiré au pistolet sur son ancienne maîtresse, Madame de Rênal,
laquelle ne sera que blessée. Le lendemain, à 9 heures, quand Julien descendit de sa prison pour aller dans la grande salle du palais de justice, ce fut avec beaucoup de peine que les gendarmes parvinrent à écarter la foule immense entassée dans la cour. Julien avait bien dormi, il était fort calme et n'éprouvait d'autre sentiment qu'une pitié philosophique pour cette foule d'envieux qui, sans cruauté, allait applaudir à son arrêt de mort. Il fut bien surpris lorsque, retenu plus d'un quart d'heure au milieu de la foule, il fut obligé de reconnaître que sa présence inspirait au public une pitié tendre. Il n'entendit pas un seul propos désagréable. « Ces provinciaux sont moins méchants que je ne le croyais », se dit-il. En entrant dans la salle de jugement, il fut frappé de l'élégance de l'architecture. C'était un gothique propre et une foule de jolies petites colonnes taillées dans la pierre avec le plus grand soin. Il se crut en Angleterre. Mais bientôt, toute son attention fut absorbée par 12 ou 15 jolies femmes qui, placées vis-à-vis la sellette de l'accusé, remplissaient les 3 balcons au-dessus des juges et des jurés. En se retournant vers le public, il vit que la tribune circulaire qui règne au-dessus de l'amphithéâtre était remplie de femmes. La plupart étaient jeunes et lui semblèrent fort jolies. Leurs yeux étaient brillants et remplis d'intérêt. Dans le reste de la salle, la foule était énorme. On se battait aux portes et les sentinelles ne pouvaient obtenir le silence. Quand tous les yeux qui cherchaient Julien s'aperçurent de sa présence, en le voyant occuper la place un peu élevée réservée à l'accusé, il fut accueilli par un murmure d'étonnement et de tendre intérêt. On eût dit ce jour-là qu'il n'avait pas 20 ans. Il était mis fort simplement, mais avec une grâce parfaite. Ses cheveux et son front étaient charmants. Mathilde avait voulu présider elle-même à sa toilette. La pâleur de Julien était extrême. À peine assis sur la sellette, il entendit dire de tous côtés « Dieu, comme il est jeune !»« Mais c'est un enfant. Il est bien mieux que son portrait. »« Mon accusé !» lui dit le gendarme, assis à sa droite. « Voyez-vous ces 6 dames qui occupent ce balcon ?» Le gendarme lui indiquait une petite tribune en saillie au-dessus de l'amphithéâtre où sont placés les jurés. « C'est Madame Derville, la préfète, à côté de Madame la marquise de M. Celle-là, elle vous aime bien. Je l'ai entendu parler au juge d'instruction. » Les témoins furent entendus. Dès les premiers mots de l'accusation soutenus par l'avocat général, 2 de ces dames, placées dans le petit balcon tout à fait en face de Julien, fondirent en larmes. L'avocat général faisait du pathos en mauvais français sur la barbarie du crime commis. Julien observa que les voisines de Madame Derville avaient l'air de le désapprouver vivement. Plusieurs jurés, apparemment de la connaissance de ces dames, leur parlaient et semblaient les rassurer. Voilà qui ne laisse pas d'être de bon augure, pensa Julien. Jusque-là, il s'était senti pénétré d'un mépris sans mélange pour tous les hommes qui assistaient au jugement. L'éloquence plate de l'avocat général augmenta ce sentiment de dégoût. Mais peu à peu, la sécheresse d'âme de Julien disparut devant les marques d'intérêt dont il était évidemment l'objet. Il fut content de la mine ferme de son avocat. « Pas de phrase, » lui dit-il comme il allait prendre la parole. « Toute l'emphase pillée à Bossuet qu'on a étalée contre vous vous a servi, » dit l'avocat. En effet, à peine avait-il parlé pendant 5 minutes que presque toutes les femmes avaient leur mouchoir à la main. L'avocat, encouragé, adressa aux jurés des choses extrêmement fortes. Julien frémit. Il se sentait sur le point de verser des larmes. Bientôt après, Julien fut rappelé à lui-même par les marques d'assentiment du public. L'avocat venait de terminer sa plaidoirie. Julien se souvint qu'il était convenable de lui serrer la main. Le temps avait passé rapidement. On apporta des rafraîchissements à l'avocat et à l'accusé, puis la séance recommença. Comme le président faisait son résumé, minuit sonna. Le président fut obligé de s'interrompre. Au milieu du silence de l'anxiété universelle, le retentissement de la cloche de l'horloge remplissait la salle. « Voilà le dernier de mes jours qui commence », pensa Julien. Bientôt, il se sentit enflammé par l'idée du devoir. Il avait dominé jusque-là son attendrissement et gardé sa résolution de ne point parler. Mais quand le président des assises lui demanda s'il avait quelque chose à ajouter, il se leva. « Messieurs les jurés, l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort me fait prendre la parole.
Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. Je ne vous demande aucune grâce, continua Julien en affermissant sa voix. Je ne me fais point illusion, la mort m'attend, elle sera juste. J'ai pu attenter au jour de la femme la plus digne de tous les respects, de tous les hommages. Madame de Rênal avait été pour moi comme une mère. Mon crime est atroce, et il fut prémédité. J'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. Quand je serai moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, nés dans une classe inférieure et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Voilà donc mon crime, messieurs, et il sera puni avec d'autant plus de sévérité que dans le fait, je ne suis point jugé par mes pairs. Je ne vois point sur les bancs des jurés quelques paysans enrichis, mais uniquement des bourgeois indignés. Pendant 20 minutes, Julien parla sur ce ton. Il dit tout ce qu'il avait sur le cœur. L'avocat général, qui aspirait aux faveurs de l'aristocratie, bondissait sur son siège, mais malgré le tour un peu abstrait que Julien avait donné à la discussion, toutes les femmes fondaient en larmes. Avant de finir, Julien revint à la préméditation, à son repentir, au respect, à l'adoration filiale et sans borne que dans les temps plus heureux il avait pour Madame de Rênal. 1 heure sonnait comme les jurés se retiraient. Aucune femme n'avait abandonné sa place. Plusieurs hommes avaient les larmes aux yeux. Les conversations furent d'abord très vives, mais peu à peu, la décision du jury se faisant attendre, la fatigue générale commença à jeter du calme dans l'assemblée. Ce moment était solennel. Les lumières jetaient moins d'éclat. Julien, très fatigué, entendait discuter auprès de lui la question de savoir si ce retard était de bon ou de mauvais augure. Il vit avec plaisir que tous les vœux étaient pour lui. Le jury ne revenait point et cependant aucune femme ne quittait la salle. Comme 2 heures venaient de sonner, un grand mouvement se fit entendre. La petite porte de la chambre des jurés s'ouvrit. Monsieur le baron de Valenod, président du jury, s'avança d'un pas grave et théâtral. Il était suivi de tous les jurés. Il toussa, puis déclara qu'en son âme et conscience, la déclaration unanime du jury était que Julien Sorel était coupable de meurtre, et de meurtre avec préméditation. Cette déclaration entraînait la peine de mort. Elle fut prononcée un instant après. Julien regarda sa montre. Il était 2h15. Donc vous avez reconnu cet extrait de Le Rouge et le Noir de Stendhal que vous trouvez dans toutes sortes d'éditions. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oh, pas le texte. Non, pour ça, il suffit de se retrousser les manches, se plonger à la source dans ce que l'on appelle le profil, tout petit résumé qui permet aux illettrés de créer l'illusion d'une lecture approfondie. C'est ce que j'ai fait. Et je ne comprends toujours pas. Oh, pas le verdict, ça leur apprendra aux humanistes de tout poil de vouloir donner la parole à l'accusé en dernier. À quel cadeau? Un juré ouvert, un procureur lamentable, un avocat inspiré, la victime est en vie, la greffière jolie, les astres sont alignés. Et rien. Rien car Julien a voulu faire le malin. Ça me rappelle nos audiences correctionnelles de comparution immédiate à nous quand, à la fin, Jean-Abdel Mirabeau, le client, s'adresse à la présidente pour la remercier d'une relaxe inattendue. Ah, donc je suis relaxé, ça veut dire c'est comme si j'étais innocent et que j'avais rien fait. Oui, Jean-Abdel, c'est bien ça, vous êtes relaxé au grand désarroi du tribunal. Alors, la sanction de Julien Sorel, je la comprends. Même les poursuites, après tout, tirer sur sa maîtresse, il a tiré sur sa maîtresse. La préposition sur et de trop, assurément. Julien a voulu jouer au dur pour les beaux yeux de Mathilde de la Mole. Il n'avait pas le choix, chacun sa partition, lui, c'était de jouer au héros. Non, pour tout vous dire, ce que je ne comprends pas, c'est cette phrase perdue au milieu du texte. Je cite, « Madame de Rênal avait été pour moi comme une mère. » Alors, 2 interprétations possibles. La première, évidente. Julien souffre du complexe d'Oedipe. Ce n'est pas très grave du moment qu'il aime sa mère. La seconde, plus complexe, plus impliquante. Nous sommes, je vous le rappelle, le 28 novembre, le lendemain de Hanouka. Et c'est tout sauf un hasard. Je m'explique. Julien a énormément d'ambition. Il a envie de tuer sa mère, mais il n'y parvient pas. Il a plus de 22 ans et continue à l'idolâtrer.
Et le plus remarquable, comment le texte se termine? Julien regarde à sa montre, c'est aujourd'hui vendredi, pointe-t-il. Même à l'article de la mort, il n'oublie pas le Shabbat. Vous l'avez compris, Julien Sorel est juif, peut-être même juif tunisien. Mais ça c'est une autre histoire, et elle n'est pas dans le profil. Écoute-moi. Justine, me dit le comte avec un peu d'embarras. J'ai des choses de la plus grande conséquence à te dire. J'ai condamné ma mère à mort. Et c'est ta main qui doit me servir. Je me suis bien douté de tes répugnances. Mais comme tu as de l'esprit, je me suis flattée de les vaincre, de te prouver que ce crime qui te paraît si énorme n'est au fond qu'une chose toute simple et purement chimérique. Le pouvoir de détruire n'est pas accordé à l'homme. Il a tout au plus celui de varier les formes. Mais il n'a pas celui de les anéantir. Or, toute forme est égale aux yeux de la nature. Rien ne se perd dans le creuset immense où ces variations s'exécutent, toutes les portions de matière qui tombent et rejaillissent incessamment sous d'autres figures, quels que soient nos procédés pour cela, aucun ne saurait l'offenser. Nos destructions raniment son pouvoir, entretiennent son énergie, mais elle n'est contrariée par aucune. Et qu'importe à sa main toujours créatrice que cette masse de chair conformant aujourd'hui un individu bipède se reproduise demain sous la forme de 1000 insectes différents. Osera-t-on dire que la construction de cet animal à 2 pieds lui coûte plus que celle d'un vermisseau? Si donc ce degré d'attachement, ou plutôt d'indifférence, est le même, que peut lui faire que par le glaive d'un homme, un autre homme soit changé en mouche ou en herbe? Quand on m'aura démontré que notre espèce est tellement importante à la nature que ses lois s'irritent de cette transmutation, je pourrais croire alors que le meurtre est un crime. Mais quand l'étude la plus réfléchie m'aura prouvé que tout ce qui végète sur ce globe, le plus imparfait des ouvrages de la nature, est d'un égal prix à ses yeux, je n'admettrai jamais que le changement d'un de ces êtres en 1000 autres puisse en rien déranger ses vues. Je me dirais, tous les hommes, tous les animaux, toutes les plantes, croissant, se nourrissant, se détruisant, se reproduisant, par les mêmes moyens, ne recevant jamais une mort réelle, mais une simple variation dans ce qui les modifie, tous peuvent, au gré de l'être qui veut les mouvoir, changer 1000 et 1000 fois dans un jour, sans qu'une seule loi de la nature en soit un instant affectée. Que dis-je? Sans que ce transmutateur ait fait autre chose qu'un bien, puisqu'en décomposant des individus, dont les bases redeviennent nécessaires à la nature,
et il ne fait que lui rendre, par cette action improprement qualifiée de criminelle, l'énergie créatrice dont la prive nécessairement celui qui, par une stupide indifférence, n'ose entreprendre aucun bouleversement. Ah, Justine, c'est le seul orgueil de l'homme qui érigea le meurtre en crime. Cette vaine créature, s'imaginant être la plus sublime du globe, se croyant la plus essentielle, partit de ce faux principe pour assurer que l'action qui la détruirait ne pouvait qu'être infâme. Mais sa vanité, sa démence, ne change rien aux lois de la nature. Il n'y a point d'être qui n'éprouve au fond de son cœur le désir le plus véhément d'être défait de ceux qui le gênent ou dont la mort peut lui apporter du profit. Et de ce désir à l'effet, t'imagines-tu, Justine, que la différence soit bien grande? Or, si ces impressions nous viennent de la nature, est-il présumable qu'elle l'irrite? Nous inspirerait-elle ce qui la dégraderait? Ah, tranquillise-toi, chère Justine. Nous n'éprouvons rien qui ne lui serve. Tous les mouvements qu'elle place en nous sont les organes de ses lois. Les passions de l'homme ne sont que les moyens qu'elle emploie pour parvenir à ses desseins. La nature a-t-elle besoin d'individus? Elle nous inspire l'amour. Voilà des créations. Les destructions lui deviennent-elles nécessaires? Elle place dans nos cœurs la vengeance, l'avarice, la luxure, l'ambition. Voilà des meurtres. Mais la nature a toujours travaillé pour elle-même. Et nous sommes devenus, sans nous en douter, les crédules agents de ses caprices. Ma courageuse amie, tu empoisonneras donc ma mère, je puis y compter. Tiens, voilà le venin subtil que tu jetteras dans l'eau de tilleul qu'elle prend chaque matin pour sa santé. Il est infaillible et n'a nul goût, j'en ai fait 1000 expériences. Tu agiras donc, Justine? Oui, tu agiras. Je te garantis toutes les suites et je te donne pour récompense 2000 écus de rente le jour même de l'exécution. Je vous ai lu Le meurtre est naturel, extrait de Justine du Marquis de Sade, publié aux éditions Le Livre de Poche. Vous l'avez compris, chers amis, il y a chez Sade une sorte de génie pédagogique propice à la paix des familles. Parce que ce que Sade nous dit, c'est on peut tous tuer nos mères. On peut tous tuer nos mères parce qu'elles ne valent pas plus que la vermine qu'elles finiront par nourrir. C'est d'une extrême délicatesse. Et ce que Sade veut nous dire en réalité, il veut nous rappeler une idée très simple, l'idée que l'homme ne vaut pas davantage que l'animal. Alors bien sûr, cet enseignement apparaît très évident à des esprits supérieurs comme vous, peut-être, comme moi sûrement, comme Brigitte Bardot selon toute vraisemblance. Mais la réalité, c'est que le peuple, lui, n'en sait rien. Le peuple, dans son inculture, dans son embarras, dans son bon sens peut-être, sera toujours beaucoup plus ému par un président catholique symboliquement tué par les sondages que par un cochon pas halal qu'on égorge. Vous voyez, c'est assez terrible et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde lise Sade. Tu as raison, Alexandre. Quel brio, quelle maestria dans le raisonnement chez Sade. Et pour développer des trésors d'ingéniosité pareils, pour tuer sa propre mère, quel était son courroux? Son courroux doit être fort légitime. Eh bien, je vous le dis, moi, la mère de Sade, elle a commis la pire des erreurs. Oui, elle lui a transmis une tare que tout marquis qu'il était, il a emporté jusqu'au tombeau. Oui, la mère de Sade lui a donné un prénom ridicule.
Oui, le marquis de Sade s'appelle Donatien Alphonse François. Que ça se sache, c'est un prénom tout pourri, c'est ridicule. Voilà, donc c'est peut-être ce ressentiment qui a expliqué son désir de déplaire. Son désir de déplaire qui poursuit toujours dans ce texte, puisqu'il nous dit que la mort, la mutilation, ce n'est rien d'autre qu'une variation de la vie. La mutilation comme variation de la vie. On sent qu'il a envie d'aller plus loin, on sent qu'il a envie de nous dire, voilà, le handicap, n'en ayez pas peur, c'est beau le handicap. Regardez la Vénus de Milo. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'assez étrange un petit peu dans les enseignements de Sade. Il y en a un autre qui est un petit peu particulier, c'est le moment où il dit à Justine, bon, si tu as envie de tuer, tue. Parce que, après tout, chère Justine, crois-tu qu'il y ait beaucoup de différence entre le désir et ses effets ? Alors, ça vous paraît un petit peu étrange comme ça, mais en gros, il nous dit, quand vous voulez faire quelque chose, faites-le. Alors, pensez un peu à l'apport que le texte de Sade pourrait avoir sur l'éducation de vos enfants. Réalisez que dans ce texte de Sade, il y a une sorte de condensé de toute l'œuvre pédagogique de Françoise Dolto et de MTV réunis. Dire, quand on veut, on peut, quand on veut, on prend. Mais oui, encore une fois, tu as raison, Alexandre. Abolissons, abattons le muraille qu'on voudrait dresser entre le désir et son accomplissement. Et oui, ça, c'est l'occasion pour moi de dire à la charmante bipède, comme dirait Sade, que j'ai croisée en arrivant sur scène, ce soir, s'il te plaît, rendons hommage à Sade, ensemble, en abolissant la muraille qu'il y a entre mon désir et ton être. Merci, Sade. Merci Donatien, Alphonse, François et ton prénom. Merci pour ce texte admirable. Nul doute que Justine acceptera d'empoisonner ta propre mère. Nul doute qu'elle acceptera, sans doute, grâce aux 2000 écus de rente que tu lui proposes. Et là, tu auras encore fait quelque chose de formidable. Tu auras transformé les infortunes de la vertu en prospérité du vice. Bravo. Petite indication avant que je commence la plaidoirie. Il faut savoir qu'à l'époque de la publication du roman de Madame Bovary, il existait un délit d'incitation à l'adultère. Un délit d'incitation à l'adultère. Messieurs, on nous dira, comme objection générale, mais après tout, le roman est moral au fond, puisque l'adultère est puni. À cette objection, deux réponses. Je suppose l'œuvre morale par hypothèse. Une conclusion morale ne pourrait pas amnistier les détails lascifs qui peuvent s'y trouver. Et puis je dis, l'œuvre au fond n'est pas morale. Je dis, messieurs, que des détails lascifs ne peuvent pas être couverts par une conclusion morale. Sinon, on pourrait raconter toutes les orgies imaginables, décrire toutes les turpitudes d'une femme publique, en la faisant mourir sur un grabat à l'hôpital. Il serait permis d'étudier et de montrer toutes ces poses lascives. Ce serait aller contre toutes les règles du bon sens. Ce serait placer le poison à la portée de tous et le remède à la portée d'un bien petit nombre, s'il y avait un remède. Alors qui est-ce qui lit le roman de M. Flaubert, Sont-ce des hommes qui s'occupent d'économie politique ou sociale? Mais non. Les pages légères de Madame Bovary tombent en des mains plus légères, dans des mains de jeunes filles, quelquefois de femmes mariées.
Eh bien, lorsque l'imagination aura été séduite, lorsque cette séduction sera descendue jusqu'au cœur, lorsque le cœur aura parlé au sens, est-ce que vous croyez qu'un raisonnement bien froid serait bien fort contre cette séduction des sens et du sentiment? Voilà ce que je réponds à cette théorie. Voilà ma première réponse. J'en ai une seconde. Je soutiens que le roman de Madame Bovary, envisagé au point de vue philosophique, n'est point moral. Ah, sans doute, Madame Bovary meurt empoisonnée. Oh, elle a beaucoup souffert, c'est vrai. Mais elle meurt à son heure et à son jour. Mais elle meurt non parce qu'elle est adultère, mais parce qu'elle l'a voulu. Elle meurt dans tout le prestige de sa jeunesse et de sa beauté. Elle meurt après avoir eu 2 amants, laissant un mari qui l'aime, qui l'adore, qui trouvera le portrait de Rodolphe, qui trouvera ses lettres et celles de Léon, qui lira les lettres d'une femme 2 fois adultère et qui, après cela, l'aimera encore davantage au-delà du tombeau. Alors, qui peut condamner cette femme dans le livre? Personne. Telle est la conclusion. Il n'y a pas dans le livre un personnage qui puisse la condamner. Si vous y trouvez un personnage sage, si vous y trouvez un seul principe en vertu duquel l'adultère soit stigmatisé, j'ai tort. Donc, si dans tout le livre, il n'y a pas un personnage qui puisse lui faire courber la tête, s'il n'y a pas une idée, une ligne en vertu de laquelle l'adultère soit flétri, c'est moi qui ai raison. Le livre est immoral. Alors serait-ce au nom de l'honneur conjugal que le livre serait condamné? Mais l'honneur conjugal est représenté par un mari béat qui, après la mort de sa femme, rencontrant Rodolphe, cherche sur le visage de l'amant les traits de la femme qu'il aime. Mais je vous le demande, est-ce au nom de l'honneur conjugal que vous pouvez stigmatiser cette femme quand il n'y a pas dans le livre un seul mot où le mari ne s'incline devant l'adultère? Alors serait-ce au nom de l'opinion publique? Oh, mais l'opinion publique est personnifiée dans un être grotesque, dans le pharmacien Homais, entouré de personnages ridicules que cette femme domine. Alors le condamnerez-vous au nom du sentiment religieux? Oh, mais ce sentiment, vous l'avez personnifié dans le curé bourdisien, prêtre à peu près aussi grotesque que le pharmacien, ne croyant qu'aux souffrances physiques, jamais aux souffrances morales, à peu près matérialiste. Le condamnerez-vous au nom de la conscience de l'auteur? Je ne sais pas ce que pense la conscience de l'auteur, mais dans son chapitre 10, le seul philosophique de l'œuvre, je lis la phrase suivante. « Il y a toujours, après la mort de quelqu'un, comme une stupéfaction qui se dégage, tant il est difficile de comprendre cette survenue du néant et de se résigner à y croire. » Ce n'est pas un cri d'incrédulité, mais c'est du moins un cri de scepticisme. Ah, sans doute il est difficile de le comprendre et d'y croire. Mais enfin, pourquoi cette stupéfaction qui se manifeste à la mort? Pourquoi? Parce que cette survenue est quelque chose qui est un mystère. Parce qu'il est difficile de le comprendre et de le juger, mais il faut s'y résigner. Et moi je dis que si la mort est la survenue du néant, que si le mari béat sans croître son amour apprenant les adultères de sa femme, que si l'opinion est représentée par des êtres grotesques, que si le sentiment religieux est représenté par un prêtre ridicule, une seule personne a raison, une seule personne règne, une seule personne domine, c'est Emma Bovary. Messaline a raison contre Juvénal. Voilà la conclusion philosophique du livre, tirée non par l'auteur, mais par un homme qui réfléchit et approfondit les choses, par un homme qui a cherché dans le livre un personnage qui pût dominer cette femme. Il n'y en a pas. Le seul personnage qui domine, c'est Madame Bovary.
Eh oui, il faut donc chercher ailleurs que dans le livre. Il faut chercher dans cette morale chrétienne qui est le fond des civilisations modernes. Pour cette morale, tout s'explique et s'éclaircit. En son nom, l'adultère est stigmatisé, condamné, non pas parce que c'est une imprudence qui expose à des désillusions et à des regrets, mais parce que c'est un crime pour la famille. Vous stigmatisez et vous condamnez le suicide, non pas parce que c'est une folie, le fou n'est pas responsable, non pas parce que c'est une lâcheté, il demande quelquefois un certain courage physique, mais parce qu'il est le mépris du devoir dans la vie qui s'achève et le cri de l'incrédulité dans la vie qui commence. Cette morale stigmatise la littérature réaliste non pas parce qu'elle peint les passions, la haine, la vengeance, l'amour, le monde ne vit que là-dessus et l'art doit les peindre, mais quand elle les peint sans frein, sans mesure. L'art sans règle n'est plus l'art. C'est comme une femme qui quitterait tout vêtement. Imposer à l'art l'unique règle de la décence publique, ce n'est pas la servir, c'est l'honorer. Voilà. On ne grandit qu'avec une règle. Voilà, messieurs, les principes que nous professons. Voilà une doctrine que nous défendons avec conscience. Ils y allaient à l'époque, hein. Je vous ai lu Réquisitoire contre Madame Bovary, extrait de Réquisitoire contre Flaubert, d'Ernest Pinard, c'est son vrai nom. Cher Pinard, oh cher Pinard, parler de morale quand on s'appelle Pinard, c'est un peu comme plaider l'abstinence quand on s'appelle Culin. Ça surprend, ça fait bourgeois. Oui, mais Pinard, personne ne le niera, vous êtes un bourgeois, même un petit bourgeois. Mais le problème, je l'ai compris, Pinard, le problème, ce n'est pas l'adultère. Le problème sont les prénoms en A. Jessica, Vanessa, Tatiana, Emma. Ça a la cuisse légère, prime sautière. On peut le dire, Pinard, ça fait un peu salope. Oui, Pinard, finalement, il n'y a que ça des salopes, tellement que je ne peux pas compter. C'est dommage. Enfin que compter, parfois, c'est pas très moral. Il y a des choses qu'on ne peut pas compter. Par exemple, compter ses sous, ça fait un peu pingre. Compter son temps, ça fait un peu mégalo. Parlons pas de compter les Juifs, qui aujourd'hui a franchement mauvaise presse. Alors que compter les Noirs, ça sent toujours bon la Louisiane de l'oncle Sam. Et compter les femmes, c'est faire de la démographie. De même, on peut dire que compter ses maîtresses, ça fait Don Juan, alors que compter ses amants, Pinard. Ouais. Belle brochette de salope, tout de même, hein. Pinard, heureusement, la garde meurt, mais ne se rend pas. Et pendant que tous les sautent, tu les condamnes. Mais Pinard, tu confonds raison et ennui. Oui, faute de savoir les aimer, Pinard, tu confonds le pénis et le glaive, comme s'il fallait tuer quand on jouit. Quelle déception pour celui dont le nom commençait comme un vie, pour s'éteindre comme un art. Oui, cher Pinard, qu'il aimera davantage au-delà du tombeau, un puissant Pinard, tu ne pouvais l'aimer que morte. Oui, pour l'aimer, il fallait la tuer. Emma, même morte, Pinard, tu ne l'avais pas compris. Emma, même morte, était trop vivante pour toi.
Le juge, stupéfait, considéra les coupables. L'homme comptait bien 60 ans et la femme au moins 55. Il se mit à les interroger en commençant par le mâle qui répondait d'une voix si faible qu'on l'entendait à peine. « Votre nom ?»« Nicolas Beaurain. »« Votre profession ?»« Mercier, rue des Martyrs, à Paris. »« Qu'est-ce que vous faisiez dans le bois de Beson ?» Le mercier demeura muet, les yeux baissés sur son gros ventre, les mains à plat sur ses cuisses. « Où avez-vous rencontré votre complice ?»« C'est ma femme, monsieur. »« Votre femme ?»« Oui, monsieur. »« Alors, vous ne vivez donc pas ensemble à Paris ?»« Pardon, monsieur, nous vivons ensemble. »« Mais alors, vous êtes fou, tout à fait fou, mon cher monsieur, de venir vous faire pincer ainsi, en plein bois, à 10 heures du matin. » Le mercier semblait prêt à pleurer de honte. Il murmura : « C'est elle qui a voulu ça. Je lui disais bien que c'était stupide, mais quand une femme a quelque chose dans la tête... » Madame Beaurain se leva, et sans regarder son mari, elle s'expliqua sans embarras, sans vaine pudeur, presque sans hésitation. « Mon Dieu, monsieur le juge, je sais bien que nous sommes ridicules. Voulez-vous me permettre de plaider ma cause comme un avocat, ou mieux, comme une pauvre femme? Et j'espère que vous voudrez bien nous renvoyer chez nous et nous épargner la honte des poursuites. Autrefois, quand j'étais jeune, j'ai fait la connaissance de monsieur Beaurain dans ce pays-ci, un dimanche. Il était employé dans un magasin de mercerie, moi j'étais demoiselle dans un magasin de confection. Je me rappelle de ça comme d'hier. Je venais passer les dimanches ici de temps en temps avec une amie, Rose Lévesque, avec qui j'habitais rue Pigalle. Rose avait un bon ami, Simon, et moi pas. C'est Simon qui nous conduisait ici. Un samedi, il m'annonça en riant qu'il amènerait un camarade le lendemain. Je compris bien ce qu'il voulait, mais je répondis que c'était inutile. J'étais sage, monsieur. Le lendemain, donc, nous avons trouvé au chemin de fer monsieur Beaurain. Il était bien fait de sa personne à cette époque-là. Mais j'étais décidée à ne pas céder et je ne cédais pas. Nous voici donc arrivés à Beson. Il faisait un temps superbe, de ces temps qui vous chatouillent le cœur. Moi, quand il fait beau, aussi bien maintenant qu'autrefois, je deviens bête à pleurer. Et quand je suis à la campagne, je perds la tête. La verdure, les oiseaux qui chantent, les blés qui remuent au vent, les hirondelles qui vont si vite, l'odeur de l'herbe, les coquelicots, les marguerites, tout ça me rend folle. C'est comme le champagne quand on n'en a pas l'habitude. Donc il faisait un temps superbe et doux et clair, qui vous entrait dans le corps par les yeux en regardant et par la bouche en respirant. Rose et Simon s'embrassaient toutes les minutes. Ça me faisait quelque chose de les voir. Monsieur Beaurain et moi, nous marchions derrière eux, sans guère parler. Quand on ne se connaît pas, on ne trouve rien à se dire. Il avait l'air timide, ce garçon, et ça me plaisait de le voir embarrassé. Nous voici arrivés dans le petit bois. Il y faisait frais, comme dans un bain, et tout le monde s'assit sur l'herbe. Rose et son ami me plaisantaient sur ce que j'avais l'air sévère. Vous comprenez bien que je ne pouvais pas être autrement. Et puis, voilà qu'ils recommencent à s'embrasser sans plus se gêner que si nous n'étions pas là. Et puis, ils se sont parlé tout bas, et puis ils se sont levés, et ils sont partis dans les feuilles sans rien dire. Jugez quelle sotte figure je faisais, moi, en face de ce garçon que je voyais pour la première fois. Je me sentais tellement confuse de les voir partir ainsi que ça me donna du courage, et je me suis mise à parler. Je lui demandais ce qu'il faisait. Il était commis de mercerie, comme je vous l'ai appris tout à l'heure. Nous causâmes donc quelques instants.
Ça l'enhardit, lui, et il voulut prendre des privautés, mais je le remis à sa place. Est-ce pas vrai, monsieur Beaurain? Monsieur Beaurain, qui regardait ses pieds avec confusion, ne répondit pas. Elle reprit. Alors, il a compris que j'étais sage, ce garçon, et il s'est mis à me faire la cour gentiment, en honnête homme. Depuis ce jour, il est revenu tous les dimanches. Il était très amoureux de moi, monsieur. Et moi aussi, je l'aimais beaucoup, mais là, beaucoup. C'était un beau garçon, autrefois. Bref, il m'épousa en septembre et nous prîmes notre commerce rue des Martyrs. Ce fut dur pendant des années, monsieur. Les affaires n'allaient pas et nous ne pouvions guère nous payer des parties de campagne. Et puis, nous en avions perdu l'habitude. On a autre chose en tête. On pense à la caisse plus qu'aux fleurettes dans le commerce. Nous vieillissions peu à peu, sans nous en apercevoir, en gens tranquilles qui ne pensent plus guère à l'amour. On ne regrette rien tant qu'on ne s'aperçoit pas que ça vous manque. Et puis, les affaires ont mieux été. Nous nous sommes rassurés sur l'avenir. Alors, voyez-vous, je ne sais pas trop ce qui s'est passé en moi. Non, vraiment, je ne sais pas. Voilà que je me suis remise à rêver comme une petite pensionnaire. La vue des voiturettes de fleurs qu'on traîne dans les rues me tirait les larmes. L'odeur des violettes venait me chercher à mon fauteuil, derrière ma caisse, et me faisait battre le cœur. Alors je me levais, et je m'en venais sur le pas de ma porte pour regarder le bleu du ciel entre les toits. Quand on regarde le ciel dans une rue, ça a l'air d'une rivière, d'une longue rivière qui descend sur Paris en se tortillant, et les hirondelles passent dedans comme des poissons. C'est bête comme tous ces choses-là à mon âge. Que voulez-vous, monsieur? Quand on a travaillé toute sa vie, il vient un moment où on s'aperçoit qu'on aurait pu faire autre chose. Et alors on regrette. Oh oui, on regrette. Songez donc que pendant 20 ans, j'aurais pu aller cueillir des baisers dans les bois, comme les autres femmes. Je songeais comme c'est bon d'être couché sous les feuilles en aimant quelqu'un, et j'y pensais tous les jours, toutes les nuits. Je rêvais de clairs de lune sur l'eau jusqu'à avoir envie de me noyer. Je n'osais pas parler de ça à monsieur Beaurain dans les premiers temps. Je savais bien qu'il se moquerait de moi et qu'il m'enverrait vendre mon fil et mes aiguilles. Et puis, à vrai dire, monsieur Beaurain ne me disait plus grand-chose. Mais en me regardant dans ma glace, je comprenais bien aussi que je ne disais plus grand-chose à personne. Donc je me décidai, et je lui proposai une partie de campagne au pays où nous nous étions connus. Il accepta sans défiance, et nous voici arrivés ce matin vers les 9 heures. Moi, je me sentis toute retournée quand je suis entrée dans les blés. Ça ne vieillit pas, le cœur des femmes. Et vrai, je ne voyais plus mon mari tel qu'il est, mais bien tel qu'il était autrefois. Ça, je vous le jure, monsieur. Vrai de vrai, j'étais grise. Je me mis à l'embrasser. Il en fut plus étonné que si j'avais voulu l'assassiner. Il me répétait « Mais tu es folle ce matin, qu'est-ce qui te prend ?» Je ne l'écoutais pas, moi, je n'écoutais que mon cœur. Et je le fis entrer dans le bois. Et voilà. J'ai dit la vérité, monsieur le juge. Toute la vérité. Le juge était un homme d'esprit. Il se leva, sourit et dit « Allez en paix, madame, et ne péchez plus sous les feuilles. » Je vous ai lu Au bois, extrait du roman Le Horla de Guy de Maupassant, publié aux éditions Folio.
écoutez-moi. Je suis là, au bout de mon rouleau. J'ai épuisé la réserve de vie avec laquelle, il y a presque 80 ans, je suis venu au monde. Oh, les 30 premières années, j'ai bien vécu, j'ai couru, dansé, aimé, mon corps était vigoureux et libre, je ne pensais pas, enfin si, je ne pensais à lui que pour le satisfaire. Depuis, par le fait d'une malédiction qui m'accable, j'ai été si souvent meurtri, blessé, violenté par la maladie, qu'aujourd'hui je viens demander grâce. Oh, pas à Dieu, non, lui et moi, on ne s'entend plus. Non, vous qui m'aimez, écoutez-moi. Si vous saviez ce qui m'a fallu de force à chaque nouvelle attaque du sort pour me jeter dans la bataille, je suis couvert de cicatrices, de plaies, de renflements affreux, de taches, je ne suis plus que douleur et tourment, mon corps est si maigre qu'on ne peut le serrer sans le briser, ma peau si fine qu'un simple regard l'égratigne, mon cœur si faible qu'il bat doucement le décompte, j'ai beau tenter de faire sourire mon visage, je sais bien qu'il grimace, je ne vois plus dans vos yeux qui m'observent que le chagrin que je vous cause, je ne sens plus dans vos mains qui me touchent que votre crainte de mes mots. Vous, qui m'êtes si cher, écoutez-moi. Je ne veux plus voir chaque jour se pencher davantage sur ma tête ni se tordre mes jambes. Je suis défait, je suis vaincu. Alors faites-moi ce dernier cadeau, desserrez les liens qui nous attachent. Lâchez ma main. Laissez-moi dériver, suivre le courant, fuir ma prison. Cessez de chercher en vain celui que vous avez un jour trouvé beau, chassez de votre mémoire le vieux fantôme tremblant et sombre. Ne gardez le souvenir que de ma gentillesse et du temps où je vous faisais rire. Désormais, je vous fais peur, alors laissez-moi vous quitter. Non, écoutez-moi. Plus qu'une supplique. C'est une supplication. Bon, je ne sais comment vous le dire, ce sont choses si noires. En silence, du fond de ma solitude, je vous le crie. Oubliez l'étranger méconnaissable que je suis devenu. Faites renaître dans vos rêves celui d'avant les catastrophes. Et dès demain, je vous promets, je serai de nouveau là, intact, guéri. Je marcherai de nouveau, je sourirai de nouveau, je vivrai. Ma vie sera plus belle et je serai moins seul. Je vous ai lu « Écoutez-moi » de Marie Lozeral. Et on va même vous annoncer que Marie Lozeral est la gagnante du prix Short Édition de cette année que Franck vient de vous lire. Je vous demande de l'applaudir. Et Marie Lozeral va venir nous rejoindre. J'espère qu'elle est dans la salle. Et également Mathieu Aron, qui pourra peut-être... Mathieu, il y a les cadeaux juste à votre droite. Voilà, venez, Marie, bravo. Cette très belle, courte histoire, très touchante, vous avez écrit a remporté le succès que vous voyez, vous entendez maintenant. Est-ce que vous avez un mot à dire avant de donner la parole à Mathieu Aron? Je vous ai branché le micro. Je vous remercie, je suis très, très fière. Je remercie le jury qui a choisi ce texte parce qu'il en a été touché.
Je voudrais dire également que je suis extrêmement émue, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été dit au moment de la lecture, mais j'ai dédié ce texte à mon père, et que mon père nous a quittés il y a 9 jours, et que par conséquent, évidemment, il a une résonance très particulière. Voilà, je suis heureuse qu'il ait trouvé une oreille bienveillante, et puis je lui souhaite longue vie. Et évidemment, je dédie le prix à mon papa avec tout mon amour, et voilà. Et vous faites merci. Bien. Merci à vous, merci. Mathieu, le mot peut-être de la fin, un petit commentaire sur le texte que vous venez d'entendre, même si c'est une plaidoirie d'un certain C'est style. une plaidoirie où toute l'émotion que vous nous avez fait passer à l'instant sur scène, c'est ressenti, c'est entendu aussi dans les mots que vous avez su employer. Et puis, c'est un très beau prix, je pense, pour vous, dans ces circonstances. Bravo encore. Merci. Voilà. Il me reste à appeler mon camarade Jean-Paul Carminati qui va, avec moi, vous présenter simplement toute l'équipe, tous ceux qui ont travaillé avec nous. Jean-Paul, est-ce que tu peux venir me rejoindre? Oui, tu es là? C'est toi, Jean-Paul, oui, tout à fait. Il a oublié son prénom. Voilà, donne-moi une feuille. D'habitude, je suis à droite. Merci. Non, je suis à gauche, moi. Écoute, oui. Tu dis que tu es à gauche. Alors, après ces lectures donc, de joie et d'espoir, nous aimerions... il en restera toujours quelque chose. Nous aimerions vous présenter les livreurs et surtout toute l'équipe qui vous prépare ces soirées. Il y en a encore une demain soir. On va commencer par le pianiste. Au piano ce soir, Cyril Laine. Bravo Cyril. Alors à la régie, Mohamed, Kevin, Fatima et Sylvain. Je demande de les applaudir. Excellente régie. Nous remercions toute l'équipe de communication, alors Morgane Cuoc, Laure Perlot, Arthur Bouvier, Emmanuel Rouquette et Pierre-Benoît Roux. Merci pour eux. Vous avez été accueillis par l'équipe de la MP2A Saint-Germain et par les élèves de la Sorbonne Sonore, qui sont les élèves qui suivent le cours de formation de lecture à voix haute qui a lieu maintenant depuis 7 ans à l'université Paris-Sorbonne. Et qui donne ce cours, Bernard? Eh bien, c'est nous, c'est les livreurs. C'est les livreurs. Oui, voilà. Nous remercions encore une fois le directeur de ce lieu, Guillaume Descamps, de nous accueillir pendant ces 3 jours. Et toute son équipe. Et toute son équipe. Bien sûr. Nous remercions tout particulièrement Mathieu Aron, qui est venu spécialement pour cette soirée et qui nous a fait ses commentaires. Merci. Merci d'être venu, de vous être déplacé. Et bien sûr, les 8 secrétaires de la conférence du stage du barreau de Paris qui, comme vous l'avez vu, ont donné de... Et qui sont repartis parce qu'ils avaient du travail encore. Ben oui, parce qu'ils ont voilà, des vrais on gens à remercie quand défendre. même. Voilà. Je rappelle aussi que les ouvrages de Mathieu Aron sont proposés toujours à la sortie. Vraiment, parce que c'est génial. C'est pour ça qu'on sort par là, en fait. Oui, on sort pas par là, on sort par là. Et qu'est-ce qu'on trouve aussi à la sortie? Nos CD audio, ah oui, des CD de nos très enregistrements publics et en studio d'ailleurs aussi. Oui, vous verrez, pour ceux qui ont des CD pédagogiques pour expliquer comment on fait pour lire aussi bien que nous. C'est pas mal fait, hein. C'est professionnel, hein. C'est qualité professionnelle. Et où est-ce qu'on peut trouver nos... Sinon, si alors, les gens... nous avons un site, hein, ouais. www.leslivreurs.com. Sur ce site, vous trouvez tout, presque tout sur nous. Ouais. Et www.leslivreurs.com est inscrit sur le petit bandeau mauve qui vous a été peut-être remis à certains, le petit bracelet mauve. Voilà. Et surtout, en sortant, on va vous distribuer les références des textes que vous avez écoutés ce soir pour que vous puissiez justement les retrouver et éventuellement lire les livres dont ils sont extraits. Voilà. Merci d'être venus si nombreux. Peut-être à demain. C'est déjà plein, je crois, demain. C'est pas mal plein. Il y a encore quelques places, mais demain, ça va être une soirée aussi pleine. Ce n'est pas une soirée érotique, c'est une soirée littérature érotique. Il ne se passera rien sur scène. Oui. Je rassure le procureur Pinard et ses émules. Oui, parce qu'on a pas mal de juristes qui sont là ce soir. X, hein, voilà. Hein? Donc non, on continue à servir les bonnes mœurs. À demain sûrement. Bonne soirée, à très bientôt. Merci. Au revoir.